Pierre Lévy, en réaction à ce que disait Jean-Michel Quatrepoint, est-ce que vous pouvez un petit peu développer, et notamment sur le plan de la politique industrielle menée par le tandem Emmanuel Macron-Édouard Philippe? Qu'en est-il? Oui, ça ne sera pas en opposition avec ce qui vient d'être dit. Alors, je voudrais tout d'abord, dans un propos liminaire, remercier l'UPR et remercier son président, François en particulier, qui a eu la gentillesse de m'inviter, qui a eu la gentillesse en plus de dresser mes louanges. Je me sens obligé évidemment de rendre l'appareil. Louange où j'ai rougi jusqu'au bout des oreilles, justifié au demeurant, mais cependant. Je fais juste une parenthèse pour dire, et là je redeviens sérieux, que François est un vieil ami, un ancien ami avec lequel je suis très souvent d'accord. Je voudrais juste souligner l'importance de ce qu'il a dit il y a quelques instants concernant la libre circulation des capitaux. J'en viendrai ensuite à mon propos. C'est évidemment crucial. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les différents domaines qui ont été et qui vont être abordés découle notamment de cette quadruple liberté, donc des biens, des services, de la main-d'œuvre et des capitaux, et en particulier des capitaux, sans lesquels toutes les restructurations et toutes les opérations mortifères auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui ne seraient pas possibles. Et je vous rappelle que cette quadruple liberté, et François l'a dit, c'est au fond c'est l'essence même de la mondialisation, et c'est ce que l'Union européenne, avant même qu'elle ne s'appelle Union européenne, avait dans ses traités, c'est dans ses gènes en quelque sorte. Et donc c'est une dimension extrêmement importante. Alors je voudrais remercier aussi de m'avoir invité, comme du coup je prendrai la liberté à la fin du débat de faire une petite publicité pour notre mensuel Rupture. C'est une liberté que je prends et que je prends à chaque fois que je suis invité, c'est-à-dire tous les ans. Et à chaque fois, des lecteurs viennent l'année suivante me retrouver pour me dire à quel point ils ont été contents de s'abonner. Donc ça sera certainement la même chose cette année. Mais avec moins de clin d'œil, en tout cas, il se trouve que le hasard du calendrier fait que cette invitation vient au moment où notre journal, la dernière édition de notre journal, fin octobre, a précisément titré sur l'industrie française et sa grande braderie. Et en particulier, nous prenions l'exemple d'Alstom. Alors évidemment, Jean-Michel Quatrepoint pourra donner des détails de manière bien plus précise que ce que je pourrais faire aujourd'hui. Il n'empêche que c'est un exemple caricatural de la manière dont est dépecé, de manière cohérente, de manière voulue, notre outil industriel. Je rappelle les quatre exemples liés à Alstom et liés à Emmanuel Macron. J'y viens dans un instant. Donc évidemment l'opération qui vient d'être annoncée, dont l'échéance est en 2018, l'opération Siemens-Alstom, qui vise à faire prendre la maîtrise par le premier du second, qui est présentée comme une alliance entre égaux, mais il n'en est rien. L'autre exemple, c'est évidemment la même chose, une opération équivalente qui s'était déroulée il y a 2 ans, l'opération avec General Electric, qui a donc repris toute la partie énergie, qui était aussi une question essentielle et qui reste une question essentielle pour notre pays. Il faut aussi citer les chantiers de l'Atlantique. Vous avez vu dans quelles conditions Emmanuel Macron, après avoir fait semblant de réserver son jugement et de nationaliser, entre guillemets, a finalement accepté de brader les chantiers de l'Atlantique à l'italien Fincantieri. Et 4e exemple, puisque ça rejoint aussi Alcatel-Alstom, tout ça c'était des fleurons issus du conglomérat CGE, qui faisaient pas seulement la fierté, mais la structure qui participait de la structure industrielle de la France. Et donc, comment Alcatel a été bradé à Nokia, au finlandais Nokia. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, mais ce n'est pas Madame May qui a arrivé quelques problèmes avec ça dans son dernier discours. Donc, je voudrais souligner que cette dimension est essentielle et peut-être pointer un détail symbolique qui vous a peut-être échappé, en tout cas que nous soulignons dans notre journal. Alors, ce n'est pas un complot, mais le symbole a son poids. L'annonce de la reprise de Alstom Transport par Siemens s'est fait le même jour, le 26 septembre dernier, que le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Et peut-être vous souvenez-vous que le président de la République a à cette occasion voulu faire un discours historique sur sa vision de l'Europe et a notamment développé le concept de souveraineté européenne. Alors je ne vous ferai pas l'injure ici, dans une assemblée comme celle-là, d'expliquer en détail en quoi cette formule de souveraineté européenne est inepte.
Elle n'aurait de sens que s'il y avait un peuple européen. Or, il n'existe pas de peuple européen. En revanche, elle a un sens. Elle consiste, dans la bouche d'Emmanuel Macron. Pour ce banquier d'affaires, elle consiste à jeter un voile, à en quelque sorte faire un rideau de fumée pour noyer ce que veut dire vraiment la souveraineté et laisser entendre qu'au fond, au nom des intérêts européens, en réalité les intérêts des élites hors sol qui promeuvent la mondialisation, au nom donc de ces intérêts, faire en sorte qu'on constitue des groupes européens qui n'ont plus aucun apport à la puissance et aux outils industriels de chacun des pays, mais qui en quelque sorte sont renforcés pour guerroyer au sein de cette mondialisation. Et donc c'est intéressant de voir qu'au moment même où des fleurons industriels français sont bradés dans les conditions que j'ai rappelées et sur lesquelles on va sans doute revenir, eh bien c'est ce moment-là, ce jour-là, où Emmanuel Macron éprouve le besoin de vanter la souveraineté européenne, c'est-à-dire de sonner le glas, en quelque sorte, de la notion de souveraineté réelle, en tout cas dans ses intentions, pour chacun de nos pays, et pour la France en particulier. Donc, je cite simplement cette phrase du Monde, qui ne passe pas jusqu'à présent pour un partisan échevelé du patriotisme économique, ni pour un eurosceptique ou un eurocritique outre mesure. Et le confrère du Monde disait à propos du marché conclu avec Siemens, il s'inscrit dans une trajectoire aux allures de capitulation d'une France industrielle conquérante. Vous voyez, même le Monde doit admettre quand même que ces manœuvres, ces grandes manœuvres, qui ont donc une cohérence politique, j'y insiste, sont à la fois néfastes et à rebours d'une certaine manière de la tradition industrielle française telle qu'elle a été rappelée précédemment. J'ajoute une deuxième chose, c'est cette notion de souveraineté européenne, entre parenthèses, qui nous est toujours servie avec la phrase « afin de bâtir une communauté de destin ». Communauté de destin étant l'expression utilisée officiellement dans les traités. Mais quand on y réfléchit, les mots ont un sens. Qu'est-ce que c'est qu'un destin si ce n'est quelque chose sur lequel l'homme n'a pas prise? Donc c'est quelque chose qui, au fond, est soustrait à la volonté des peuples. Bref, cette souveraineté européenne supposée et ce bradage dont j'ai parlé ont des conséquences dans 3 domaines, en tout cas sur 3 plans. Le premier, le plan social. Le deuxième, le plan de la souveraineté politique. Et le troisième, sur le terrain de la géopolitique. Alors, je ne vais pas développer, faute de temps, ça, mais je voudrais quand même dire quelques mots à ce propos. Sur le plan social, alors c'est presque une banalité de le dire, mais rappelons-nous quand même, ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. General Electric, en 2015, avait promis de créer 1000 emplois nets. Aujourd'hui, on en est à des destructions nettes d'emplois, plusieurs centaines et même probablement plus d'1 millier. Or, on nous bassine, on nous rebat les oreilles avec l'idée, vous avez les emplois francs, etc. Bref, il faudrait sur le terrain favoriser la création d'emplois. Mais en réalité, ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui passent à la trappe, soit par des plans de licenciement, soit tout simplement par des licenciements déguisés, des soi-disant plans sociaux, mais qui sont autant de manques à gagner en termes d'emplois pour notre jeunesse et pour notre pays. Donc je ne développe pas là-dessus, c'est évident pour tout le monde, mais il faut quand même le rappeler que pour des milliers et des milliers de familles, et pour des milliers et pour des régions entières, des villes et des régions entières, ce sont des catastrophes, des saignées terribles. Deuxième chose, sur le plan de la souveraineté. Il y a les domaines d'Alstom en particulier, mais pas seulement, sont des domaines clés. Évidemment, le domaine qui est le plus souvent cité, en matière d'énergie par exemple, ce qui a repris General Electric, c'est en matière de chaudière nucléaire par exemple. C'est-à-dire que si les Américains ont envie de bloquer le développement de l'énergie nucléaire française, ils ont cette possibilité. Mais c'est vrai aussi en matière de transport. On sait à quel point la notion de transport peut être tout à fait déterminante dans la vie d'un pays. C'est vrai aussi du point de vue des télécoms. C'est vrai de nombreux points de vue, et donc c'est la capacité de chacun de nos pays, du nôtre en particulier, de déterminer non pas son destin, mais de faire les choix qui le concernent et qu'il souhaite faire pour son avenir, d'en avoir les moyens qui sont ainsi mis en cause. Enfin, et je résume vraiment, troisième plan, celui de la géopolitique. Et là, j'ai en tête en particulier les chantiers navals, les chantiers de l'Atlantique, donc vendus, ou enfin sous contrôle de Fincantieri.
Les chantiers de l'Atlantique sont le seul chantier où on est capable de construire, y compris des structures pour des navires militaires. Et ce qui est derrière, d'ailleurs, si je le dis, c'est que c'est pas un secret, hein, ça a été dit à mi-voix, mais ça a été dit quand même. C'est des alliances ensuite avec Naval Group, c'est-à-dire les anciennes, DCNS, voilà, j'y suis, qui sont derrière. C'est-à-dire ce qui, hier ou avant-hier, relevait de la responsabilité de l'État en matière de défense nationale, sont aujourd'hui non seulement privatisés, mais complètement, potentiellement, sous la dépendance d'intérêts étrangers. Et donc, voilà, je voulais signaler et attirer votre attention de tout ça. Peut-être un dernier mot pour dire que j'ai évoqué l'aspect social. Là encore, c'est une petite publicité déguisée pour notre journal, puisque nous faisons ça là-dessus, et le numéro qui va paraître va parler de quelque chose dont vous n'avez certainement pas entendu parler, ou en tout cas très peu d'entre vous, qui n'était pas secret, mais dont tout le monde se fiche éperdument. Mais symboliquement, je tiens à le rappeler, vendredi dernier, hier autrement dit, il y a eu j'ouvre les guillemets, un sommet social à Göteborg, en Suède, et les dirigeants, chefs d'État et de gouvernement des 28, ont péroré sur le terme de poser un pilier social à cette Europe qu'ils veulent sociale. Mais quelle hypocrisie extraordinaire, à la fois d'enlever les moyens industriels, de maîtrise technologique et d'indépendance nationale, et en même temps d'expliquer qu'ils se soucient de l'employabilité et de faire en sorte que les salariés des différents pays aient accès au marché du travail. Il y a là une formidable hypocrisie et une manière, me semble-t-il, nous le montrons dans notre journal, j'en reparlerai tout à l'heure, de dénoncer, de montrer à quel point cette intégration européenne est un projet économique, bien sûr, mais politique, pour dessaisir chaque peuple de sa souveraineté. Je vous remercie.